Bienvenue au Parlement européen pour tirer toutes les leçons européennes du scandale Panama Papers. Alors cette fois-ci, la grande fuite de documents bancaires confidentiels ne touche pas une seule place financière dans un schéma organisé d'optimisation fiscale pour des multinationales, comme c'était le cas, rappelez-vous, en 2014 avec le Luxembourg et les LuxLeaks. Non, cette fois-ci, eh bien, on met en lumière 200 000 entités offshore administrées par Mossack Fonseca depuis sa fondation en 1977 jusqu'en 2015, et ce, dans 21 paradis fiscaux. Les Européens sont particulièrement touchés par ces révélations, car le périple planétaire des comptes et sociétés écrans passe vers le Panama à partir du Luxembourg, des îles Vierges britanniques, d'autres territoires européens, plusieurs personnalités aussi montrées du doigt. Nous allons en parler aujourd'hui avec des personnalités européennes bien renseignées. Alain Lamassoure, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes à la fois député européen pour le Parti populaire européen et que vous présidez surtout la fameuse commission taxe, c'est-à-dire celle qui s'occupe d'enquêter sur l'évasion fiscale à la suite des fameux LuxLeaks, le précédent scandale qui touchait en particulièrement le Luxembourg. Alors on va parler de ce qui va arriver avec Panama Leaks. Vous êtes aujourd'hui face à Judith Kirton-Darling, bonjour, députée européenne travailliste britannique, frappée aussi les Anglais à leur tête, puisque le père de David Cameron est en effet nommé dans ces Panama Papers, et puis il y a évidemment le rôle des îles britanniques dont nous allons parler. Vous êtes en face aujourd'hui de Mady Delvaux, bonjour, députée européenne luxembourgeoise. Alors Luxembourg, on en parle beaucoup dans ces questions d'évasion fiscale. Votre parti social-démocrate est dans la coalition de Xavier Bettel et il a dû faire face en effet à ces accusations de paradis fiscal pour les entreprises et a dû ressortir péniblement de la liste noire en effet à partir de fin 2014. Alors, commençons par ce constat. Panama Leaks, 2 ans après LuxLeaks, qui portait sur des multinationales qui avaient leur siège au Luxembourg. Est-ce que ça risque d'être aussi dévastateur pour l'Union européenne ? Pour l'Union européenne en tant que telle, non. C'est une très bonne nouvelle, comme l'a été LuxLeaks. LuxLeaks a démontré qu'un certain nombre des plus grandes multinationales parvenaient à échapper à une grande partie de l'impôt qu'elles auraient dû normalement payer, soit en obtenant des privilèges fiscaux dans certains pays européens, comme le Luxembourg, mais il y en avait d'autres, soit, et c'est ce que l'enquête du Parlement européen a montré, en jouant du fait que nos 28 pays ont des législations différentes, et si vous êtes bien conseillé par des grands cabinets d'audit fiscaux, vous pouvez arriver à optimiser, c'est-à-dire minimiser à presque rien, l'argent que vous payez. Il y aura un avant et un après LuxLeaks. Depuis LuxLeaks, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, nous avons fait des progrès considérables au niveau européen et au niveau mondial pour mettre fin à ces pratiques des multinationales. Et là, avec Panama Papers, vous l'avez dit, ça n'est plus des entreprises qui sont... Des particuliers, mais des particuliers européens en parlent aussi, beaucoup d'ailleurs, plus que des Américains. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y aura des révélations qui vont encore venir dans les jours et les semaines qui viennent, m'étonne un peu et à la limite me gêne, parce que le Panama a la réputation d'être le grand paradis fiscal privilégié des Américains, et pour l'instant, tous les noms qui sont sortis sont des noms d'Européens. Il y a une compétence européenne pour la fiscalité des entreprises qui est de veiller à ce que des avantages fiscaux ne faussent pas la concurrence entre les entreprises sur le sol européen. Pour la fiscalité des particuliers, il n'y a pas de compétence. C'est aux États de gérer cela. C'est aux États de gérer leurs problèmes. Leurs problèmes et un problème particulier, en effet, en la personne de Ian Cameron, c'est-à-dire le père décédé de David Cameron, qui figure dans ces fameux Panama Papers, qui a en effet depuis 30 ans échappé, semble-t-il, au fisc britannique. Ça ne gêne pas du tout vos concitoyens ? Oui, ça pose un grand débat en Angleterre, mais ce n'est pas nouveau. On a déjà entendu il y a quelques années que la famille Cameron était impliquée dans le paradis
fiscaux. Là, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on a vraiment la preuve. Et ça, c'est la bonne chose de la Panama Papers, c'est que plein de gens disent « Ah, on a su depuis très longtemps qu'il y a le paradis fiscal, qu'il y a la manière que les individuels riches peuvent échapper la responsabilité fiscale. » Mais on n'avait pas vraiment la preuve concrète de la manière que cet échappement est fait, parce que c'est très compliqué. La manière que l'argent est transféré, le contrat légal entre différents individuels, le pays, le cabinet des avocats. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette Ils se sont contentés de répondre que c'était une affaire privée quand même, hein, David Cameron, en ce qui le concerne. Oui, voilà, même s'il a hérité de la fortune de son père, voilà, c'est une affaire privée. Oui, mais je ne crois pas que les Britanniques vont accepter cette réponse de number 10 Downing Street. Ça a quand même réussi à faire sauter un Premier ministre en Islande, mais je pas dis là. que cet argument de dire que c'est privé, je pense que pour un homme, pour une femme politique, ça ne peut pas valoir. Et je trouve d'ailleurs que dans tous les noms qui sortent, tout est choquant. Parce que ça démontre bien que tout ce qui dirige le monde, c'est l'argent, c'est d'avoir le plus d'argent possible, alors que ces gens ne savent plus quoi en faire. Hein, même, ils n'ont même pas d'utilité directe. Et c'est ça qui est choquant. Mais ce qui choque le plus, ce sont quand même les hommes et femmes politiques. Parce que pour moi, un engagement politique, c'est un engagement pour le bien commun. Et alors, et en plus, avec la crise financière que nous avons vécue, alors que ces mêmes personnes demandent des sacrifices à leur population. Hein, et le Luxembourg qui refigure parmi les mauvais élèves une nouvelle fois à l'occasion de ce scandale, parce que c'était déjà le cas avec LuxLeaks. Il vient de sortir de la liste noire et on voit que les banques sont encore beaucoup dans Panama Papers. Laissez-moi terminer. Oui. Si on s'engage pour le bien public, il est immoral, inconcevable qu'en même temps, on soustrait son revenu à l'impôt. Bon, oui, enfin, le Luxembourg a été le grand défenseur de l'optimisation fiscale via le Luxembourg. Non, mais je sais très bien, je connais bien mon pays, et pendant longtemps, l'argument était de dire si on ne le fait pas à Luxembourg, on le fait ailleurs. Voilà. Hein? Donc, ce qui d'ailleurs. J'ai entendu un nombre de fois. Oui, donc je ne vais pas vous répéter les arguments qui sont sortis depuis le jeu. Mais vous avez vu quand même que le Luxembourg s'est engagé totalement dans la transparence et s'est mis, je ne dirais pas à la tête, mais dans le peloton de tête de tous les pays qui veulent en terminer avec ces pratiques. Et ce que j'aimerais bien savoir, parce que tous les documents ne sont pas sortis, mais cette liste va de 1977 jusqu'à 2015. Est-ce que les pratiques ont changé depuis et quand est-ce qu'on va y arriver? Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des professions qu'il faudra contrôler autant que les banques, qui sont les études d'avocats, les avocats d'affaires, les fiduciaires, qui sont tous complices. Et je ne sais pas ce qui est pire. De conseiller les conseillers fiscaux, de conseiller à quelqu'un de détourner son argent ou de le faire. Donc, alors justement, le débat reste entier. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien les données de ce débat, rappelons que le scandale LuxLeaks a éclaté en 2014. Il touchait le Luxembourg, un pays que l'actuel patron de la Commission européenne présidait donc pendant 18 ans, Jean-Claude Juncker. L'Union européenne s'est dotée alors de nouveaux outils pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. Le point tout de suite avec Axel Simon. La lutte contre l'évasion fiscale, l'un des combats les plus importants pour les dirigeants, mais un dossier où les avancées sont les plus minces. Et c'est d'abord au niveau européen que les réformes les plus concrètes ont été envisagées. Car le manque à gagner pour les Européens est important, surtout en période de disette budgétaire, entre 1 000 et 2 000 milliards d'euros annuels selon les estimations. À la suite de la crise financière dès 2009, 3 priorités sont mises en avant: la levée du secret bancaire, l'échange automatique d'informations au sein de l'Union et l'interdiction pour les entreprises d'installer des succursales visant à éviter la fiscalité de leur pays d'origine. Quand il y a des déficits à résorber, quand il y a de la recette fiscale à trouver, mieux vaut aller chercher celle qui se dissimule que d'aller demander à ceux qui payent des impôts d'en payer davantage. En octobre 2014, les Européens s'engagent à Berlin à plus de transparence, mais dans les faits, la coopération est au point mort.
En cause, la règle de l'unanimité pour les questions de fiscalité et la résistance de certains pays comme les Pays-Bas et le Luxembourg. Il faudra attendre octobre 2015 pour qu'un accord soit trouvé entre les 28 imposant l'échange d'informations entre administrations fiscales. Alors là, Alain Lamessoure, on voit qu'on a bien progressé, en effet, côté européen, dans la lutte contre l'évasion fiscale, une certaine évasion fiscale. Mais là, est-ce que, justement, Panama Papers va vous faire prendre des mesures particulières, peut-être une nouvelle commission taxe spécifique qu'il faudra créer ? En tout cas, il faudra prolonger sans doute nos travaux. Mais ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est que, contre toute attente, contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a encore 18 mois, la lutte contre l'évasion fiscale des multinationales est extrêmement bien engagée, et au niveau européen et au niveau mondial, et c'est une lutte que nous allons finir par gagner. D'ores et déjà, il n'y a plus de possibilité entre États membres de se voler de la matière fiscale comme avant, puisque cela a été évoqué dans le reportage, il y a eu un accord pour que les administrations fiscales des 28 pays s'informent du traitement fiscal qu'elles donnent aux multinationales basées chacune chez elles. Dans quelques jours, on attend, on espère, on est quasiment sûr qu'il va y avoir l'unanimité des ministres pour proposer que les multinationales publient leurs statistiques économiques pays par pays, donc leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, leurs impositions, leurs effectifs. Et le Parlement européen se bat, nos partis unis, pour que cette publication ne soit pas faite simplement au profit des administrations fiscales, mais au profit du grand public. Et nous allons travailler à parvenir à la même définition du bénéfice imposable dans les 28 pays. Il y a encore quelques chevaux de Troie quand même en Europe. Quand on parle de Guernesey, par exemple, qui figure en effet sur les listes noires encore aujourd'hui, île anglo-normande. Ces chevaux est-ce que ça, les Anglais continuent à défendre bec et ongle le fait que c'est un droit d'avoir ces îles anglo-normandes et ces îles britanniques Oui, et ça fait partie de notre histoire et la relation entre la Grande-Bretagne et les îles britanniques ailleurs dans le monde. Nous, à partir de Londres, on ne peut pas obliger, par exemple, les îles Vierges britanniques à faire la transparence. Jusqu'à maintenant, on peut demander qu'il fait plus, mais c'est seulement si on décide comme... Par exemple, le chef de mon parti, travailliste national, Jeremy Corbyn, a demandé dans les dernières 24 heures, on peut reprendre contrôle direct sur les îles britanniques ailleurs dans le monde et faire que la transparence est faite. Mais ça, c'est un choix de le gouvernement. Nous, malheureusement, on n'est pas en gouvernement. C'est le Tories qui sont en gouvernement. Vous avez quand même forte affaire déjà en Europe. On n'a pas encore tout à fait réglé le problème. Écoutez, honnêtement, vous avez utilisé la formule cheval de Troie. Je dirais que les chevaux rentrent à l'écurie. Nous avons auditionné en commission de taxes Jersey, Guernesey, Gibraltar, les Bermudes, Monaco, le Liechtenstein, Andorre, et nous constatons que petit à petit, ces États, ces juridictions, ces colonies de la couronne sont amenés à passer des accords dans lesquels elles s'engagent à informer totalement les administrations fiscales de tous les pays dans lesquels les entreprises basées chez elles ont des activités. J'ajoute que, pourquoi le Panama aujourd'hui ? Parce que justement, un certain nombre d'investisseurs qui étaient dans les colonies de la Couronne sont plus à l'abri dans les colonies de la Couronne, et Panama, vous l'avez cité tout à l'heure, est un des 4 ou 5 derniers vrais paradis fiscaux. C'est vrai que la liste européenne des paradis fiscaux n'en compte que 30 aujourd'hui, depuis 2015, mais c'est quand même 17 000 milliards d'euros stockés dans ces paradis fiscaux, semble-t-il, soit davantage que le PIB des 28 réunis. Donc on comprend que c'est des sommes considérables qui changent la donne au niveau européen et qui changent la donne de l'imposition surtout. Bien sûr. C'est pour ça que c'est scandaleux. Parce que nous avons besoin de cet argent. Nous avons besoin de cet argent. Et quand on voit la discrépance entre les riches et les pauvres qui augmente, donc il est vraiment grand temps qu'on mette fin à cette évasion, parce qu'on risque la révolte, la cohésion sociale qui risque d'en pâtir, parce que les gens ne vont plus se laisser faire.
Et donc, la pression, ce n'est pas seulement l'argent, mais la pression est aussi... l'enjeu est beaucoup plus important que quelques millions ou quelques milliards de recettes. L'enjeu, c'est la paix sociale dans nos pays. Parce qu'on ne peut pas demander à la fois à chacun de faire des sacrifices et de l'autre côté, retirer toutes ces sommes au fisc. Et c'est ça qui et d'ailleurs, la sauvegarde de la classe politique aussi... Et c'est pour ça que je suis assez optimiste. La sauvegarde de la démocratie. C'est ça. C'est la légitimité de la démocratie. En France, par exemple... C'est le modèle de vie. On retrouve encore les mêmes noms en France, qui ressortent du chapeau de Panama Papers, Balkany, Cahuzac, Guérini, Michel Platini même. Et ça rappelle quand même un certain nombre de mauvais souvenirs aux Français qui sont tentés, du coup, peut-être de se tourner vers des papiers. Mais bon, il n'y a pas un pays qui est à l'abri. Les salauds sont partout. Faisons très attention. Beaucoup de ces personnes sont sans doute coupables. Moralement, c'est évident. Légalement, sans doute aussi souvent. Mais enfin, respectons quand même la présomption d'innocence. La deuxième chose qui, par contre, mérite un examen attentif, y compris du Parlement européen, c'est le rôle d'un certain nombre d'intermédiaires et notamment de banques. Oui. Et moi, je suis surpris et choqué de découvrir, grâce à Panama Leaks, merci aux journalistes, merci aux lanceurs d'alerte, qu'une grande banque française, dont le président, il y a 4 ans, avait juré sous serment devant le Sénat français que sa banque n'avait plus le moindre lien avec des paradis fiscaux, la moindre filiale dans les paradis fiscaux, en a en fait 929 à Panama. Et là, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Merci à vous d'avoir très bien participé à ce débat sur les paradis fiscaux au cœur de l'Europe. Et puis, vous voyez que l'Europe, en tout cas, prend le sujet à cœur sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie. Nous allons parler dans la deuxième partie migration en compagnie d'un ancien président du Conseil italien. Il s'agit d'Enrico Letta. À tout de suite, juste après la pause.